Bon, dans cette vidéo, je vais parler sans filtre et sans montage sur un sujet qu'on m'a souvent demandé depuis que mon compte existe, mais même un peu avant que mon compte existe. C'est un débat que j'ai eu avec plusieurs développeurs que je connais. D'ailleurs, je dis débat, mais c'est plutôt une discussion, parce qu'en général, c'était pas pour débattre, c'était plus pour savoir quelles sont les possibilités, quels sont les moyens d'arriver au résultat voulu. Eh bien, le résultat dont on parle, c'est de freelancing par abonnement. Donc, on va parler de freelance. Parlons de freelance, parlons d'offres. Alors, si tu ne sais pas qui je suis, avant que je commence, je suis freelance depuis quelques années. J'ai commencé ma carrière de freelance en janvier 2013, comme tu peux le voir ici sur société.com. J'ai commencé pendant mes études. J'étais en troisième année, je commençais pendant ma troisième année. J'ai eu, je pense, trois, quatre clients cette année-là. Et ensuite, après mes études, je suis allé totalement en freelance à temps plein pendant 2 ans. Puis j'ai pris un CDI pendant 1 an et demi environ, pendant lesquels je faisais encore un peu de freelance à côté. Puis je suis revenu dans le monde du freelancing. Et aujourd'hui, je fais depuis quelques années aussi mes propres logiciels. Pas forcément des SaaS, mais on va dire mes propres logiciels. Donc le freelance, ça me connaît. Mais surtout, j'ai bossé avec plein de types de freelance. Et on va voir d'ailleurs, enfin, j'ai bossé, pardon, en freelance pour plein de types de clients et sous plusieurs formes en fait. Et on va voir ça juste en bas dans les types de freelancing qui existent. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur un seul type de freelancing, c'est le freelancing par abonnement pour voir si c'est viable pour un développeur. Et j'expliquerai ce qu'est le freelancing par abonnement pour que tu saches de quoi on parle. C'est parti. Alors, tout d'abord, souvent les questions quand elles reviennent, c'est par rapport à ce mec-là. Ce mec-là, j'en ai fait une vidéo, si tu ne l'as pas vu, tu peux aller la voir. Ce mec, c'est Brett de Design Joy. Design Joy, c'est ce site que tu vois là. Et en fait, Brett, c'est un mec qui a popularisé, c'est pas lui qui a inventé, on verra juste après, il a popularisé en fait un moyen de faire du freelancing qui est le fait de faire du freelancing par abonnement. Lui, c'est un designer, c'est pas du tout un développeur. Il design des maquettes, etc. Et il fait ça par abonnement. Il a commencé avec un abonnement tout petit à 600 et quelques, puis il est monté à 1000, puis 2000, puis 3000. Et aujourd'hui, il vend ça à 5000 par mois. Et il fait, d'après lui, d'après ses dires et d'après plusieurs dires, plus d'1 million par an. Là où la polémique se situe, c'est sur le fait qu'il soit tout seul et que donc ce soit un freelance. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, etc. Mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le sujet de cette vidéo. Lui, on s'en fout. Je parle de lui parce qu'on verra que la manière dont il package et la manière dont il fonctionne, c'est très intéressant. Maintenant, si on prend par exemple en France, alors comment ça fonctionne? Les gens s'abonnent, et ensuite, lui, il leur promet des designs en illimité. D'accord? Donc, il fait des designs, et ils ont droit à demander des tâches, une seule tâche à la fois. Lui, il livre les tâches en 48 heures. Je pense pas du tout qu'il livre en 48 heures, mais c'est ça le principe. Et le principe, c'est illimité dans ce sens-là. Mais la réalité, c'est que c'est pas illimité. Si on te fait des rendus tous les 48 heures, bah, en fait, il y a un décalage dans le temps, tu peux pas en demander en illimité, et c'est normal, c'est un être humain derrière. Mais il a créé en fait tout un process, toute une structure pour que ça fonctionne. C'est pas le seul à le faire, hein. On verra tout un tas de choses après ici, c'est pour ça que je parle de lui. En France, il y a d'autres gens qui font ça en design. On a par exemple et Simon. Et je vous montre les designers parce qu'en fait, pour le design, c'est vrai que c'est facile. Je mets des guillemets au mot facile, mais c'est facile d'avoir une offre de ce genre. Pour les développeurs, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'on se dit, mais nous, les développeurs, on fait toujours des trucs hyper sur mesure qui prennent du temps. C'est ça le mot-clé, hein, qui prennent du temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Donc comment on pourrait faire pour que ce soit viable? Et on va parler de ça. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne avec les designers. Par exemple, et Simon, c'est la même chose. C'est comme Brett, hein, juste que eux, ils sont pas tout seuls, ils le disent depuis le début. C'est toute une équipe, etc. Mais c'est le même principe. Donc ils font du design illimité, du print, des apps, voilà. Ils peuvent générer ça. On va voir un peu d'ailleurs ce qu'ils permettent de faire. Donc voilà, ils disent par exemple que le branding, c'est livré en 3 à 5 jours, les illustrations de 2 à 3 jours, l'UX/UI de 1 à 5 jours, etc. Donc il y a plein de choses. On va voir le tarif, c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, avant même d'arriver au tarif, regardons comment ils se comparent par rapport à un freelance classique ou une agence. Donc ils disent que eux et Simon, par exemple, c'est 1000 € par mois, c'est un abonnement mensuel, normalement qui est sans engagement. Comme Brett, hein. Brett, c'est absolument c'est sans engagement. C'est 5000 $ par mois, sans engagement. Et Simon, bah, c'est la même chose, quelques jours, voilà, blablabla. Ils disent que comparé à un freelance classique, c'est à partir de 500 € par jour. Donc en fait, ils font exprès parce qu'ils vous montrent que là, par exemple, en 2 jours, on paye le même prix que là, sans pour autant avoir potentiellement le même nombre de résultats. Donc ils jouent sur ça.
Il joue sur le fait que c'est à la prestation, que c'est selon la disponibilité, et cetera. Il joue sur beaucoup de choses, mais qui sont vraies. C'est-à-dire que, par exemple, un freelance classique, le problème fondamental que ont certains clients, c'est que si tu as des besoins qui sont récurrents, t'es pas toujours sûr que le freelance soit dispo. Moi, ça m'est arrivé plein de fois que je sois pas dispo, qu'un client me dise: «Ah, au fait, 3 mois plus tard, après, la presta, au fait, on a besoin de faire ci, faire ça». Il s'avère que moi, par exemple, je peux être en train de bosser pour un autre client et que je leur dise: «Bah, je suis pas dispo, je serai dispo que le mois prochain». Et donc tout ça, quand on est une entreprise et qu'on a des agendas serrés, ça peut être compliqué. Donc c'est une vraie comparaison. Bref, je vais pas faire le tour de tout ça, mais c'est pour dire que voilà comment eux se défendent un peu. Regardons un peu les prix. Donc on a 900 euros par mois, où là on peut faire une demande active à la fois, c'est comme Brett. On a deux demandes en même temps, 2000 euros par mois quasiment, et on a trois demandes en même temps pour quasiment 3000 euros par mois. Normalement, sans engagement, je crois. Ensuite, pour vous en montrer un autre, on a en France aussi Design Squad, qui fait la même chose. designsquad.fr. Design Squad, que je connais, et Simon, que je connais aussi, hein, de toute façon, je vous parle que de choses que je connais en soi. On va aller sur Design Squad. Design Squad, il est à combien? Voilà, donc Design Squad, il est à 1500. Hop, on va se mettre en mensuel. Euh, je suis en mensuel? Oui, je suis en mensuel. Donc il a 1790 pour un projet à la fois, 2200 pour un projet à la fois, mais une livraison plus rapide. Comme on voit, là on voit que c'est 72 heures, là c'est 48 heures. Et ici, ce qu'il faut préciser, c'est que eux, ils le mettent comme ça parce que marketingment parlant, c'est mieux, mais c'est 48 heures ouvrées. Donc par exemple, si je fais la demande, moi, un vendredi soir, tard le soir, bah, ce sera fait en 48 heures ouvrées, c'est-à-dire à partir de lundi, là on a 24 heures, mardi, on a 48 heures, donc ce sera livré au mieux mardi soir, au pire, mercredi matin, parce qu'on a 48 heures ouvrées. Si on fait la demande un lundi, mais que c'est en plein milieu d'après-midi, bah, on a la journée qui passe, on a une demi-journée, l'autre journée, le mercredi qui passe, donc au mieux, c'est livré mercredi après-midi, à du un peu mieux mercredi soir, du moins mieux jeudi matin. C'est plutôt comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc voilà, on a plusieurs offres ici, c'est intéressant. Maintenant, beaucoup de gens pensent que ça n'existait que pour les designers. Mais non, ça existe pour plein de choses. Et même chez les développeurs, ça existait. Je vais vous donner un exemple avec ici le site de donc, développeur-wordpress.fr. Quelqu'un qui a pris un très bon nom en SEO. Les développeurs, même moi par exemple, je faisais ça quand je faisais beaucoup de WordPress au début, donc au tout début, même si je code, je faisais beaucoup de sites WordPress en codant, sans forcément utiliser de thème préfet, je faisais des thèmes sur mesure pour des clients, etc. Eh bien, il y avait le montant one shot du site à faire, qui était basé sur un TJM, et ensuite il y avait surtout un abonnement de maintenance pour ceux qui voulaient. Parce que j'avais des clients, bah, ils préfèrent faire comment dire, demander quand j'avais besoin, enfin quand ils avaient besoin, pardon, mais ça ne leur donnait aucune garantie que je sois disponible. L'abonnement de maintenance, ça leur donnait au moins une garantie que je m'occupe de certaines choses. Si quelque chose ne va pas sur le serveur, s'il y a un contenu à changer qu'ils n'arrivent pas à changer, si il y a besoin de faire, je sais pas moi, des petites modifications qui ne sont pas des ajouts de features en fait, qui sont des petites modifications sur des choses existantes. Et après, quand il y avait des ajouts de features, moi je faisais payer du one shot. Mais donc il y a plein de choses ici. Et ici, par exemple, quelque chose qu'on voit qui marche très bien, c'est que lui, il a différents forfaits. Hop, si on fait maintenance, il a différents forfaits par mois, comme on voit ici, 24 hors taxes par mois pour les one page, machin, machin, et 139 par mois pour les sites e-commerce où il précise ce qu'il fait. Mise à jour mensuelle. Donc là, on ne parle pas de plateforme type Shopify, qui en fait, eux, gèrent les mises à jour dans Shopify, entre guillemets. Là, on parle de plateforme où il y a du code, donc du WordPress, parfois même des thèmes Shopify sur mesure, où il faut mettre à jour le thème, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça existait bien avant. Moi, ça existait quand j'ai commencé. J'ai commencé en 2013. C'était il y a longtemps déjà. C'était il y a 12 ans. Donc, ça existait. C'est pas Brett qui l'a inventé, c'est pas les designers qui l'ont inventé non plus. Et chez les devs, ça commence un peu à arriver. Là, on a par exemple quelque chose ici très similaire pour du dev, hein. Ici, eux, ils disent que c'est du dev, hein, Velocity, blablabla, voilà. Low cost MVP, bref. Donc là, vous voyez, ils parlent de MVP, ils parlent de dev, ils parlent de Next ici, de Vite, de Chakra UI. Donc c'est du dev. Là, on est sur du dev. On n'est pas sur du WordPress, qui est aussi du dev, mais du dev plus rapide. Euh, on est sur du dev un peu très custom même. Et ici, il commence à quasiment 5000 comme Brett. Très intéressant. Revenons un peu ici. Donc, commençons par regarder ce schéma. Il y a quatre types de freelancing. Ok, on peut vendre son freelancing de quatre manières différentes. On peut faire le classique du forfait one shot. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. C'est-à-dire que le client vient vous voir, il vous fait une demande,
vous évaluez combien de temps vous pensez que vous allez prendre, parce que vous avez, on va dire, un prix interne de temps, de la valeur de votre temps. Ce prix-là, moi, quand on fait du forfait, il vous concerne vous, il ne concerne pas le client, parce qu'il y a plein de clients, ils ne vous demandent pas c'est quoi votre tarif horaire. Les clients qui ne connaissent pas le milieu, qui ne sont pas du milieu, ils ne vous demandent pas un tarif horaire. Un client, il vous demande juste combien ça coûte. Combien ça coûte et en combien de jours je suis livré. Combien de jours je suis livré, ça ne veut pas dire combien de temps vous avez passé dessus, c'est combien de jours ça prend pour être livré. Donc en forfait, on fait nous notre petite popote, on arrive avec un prix, on le propose au client. Le client il accepte ou pas, on négocie, peu importe. Ça c'est le forfait. Le forfait one shot. On a ensuite la régie, autant. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup en France, en Belgique, en Suisse. C'est pas quelque chose qu'on voit très courant, de manière très courante dans d'autres pays. Enfin, il y a plein de pays où ça n'existe pas en fait. C'est ça que je veux dire. Il y a des pays où on peut bosser autant, mais la régie telle qu'on la connaît en France, où on va dans les bureaux du client et tout. Donc la régie, c'est quand on va dans le bureau du client. En général, on vient bosser dans une équipe pour amener un support en fait. Et ce qu'on vend vraiment, c'est notre temps. C'est comme un salarié. On vient vendre vraiment notre temps. Après, il y a d'autres régies qui existent, en remote, bien évidemment, mais on est dans une équipe toujours et on est payé autant. Alors, on peut être payé à l'heure, on peut être payé à la journée, on peut être payé à la semaine, etc. Mais c'est souvent des choses qu'on voit dans des pays occidentaux. Et je précise ça pourquoi? Parce que je parle français, mais il y a des gens qui me regardent en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Il y a des gens qui me regardent de partout. Il y a des gens qui me regardent au Québec. Et au Québec, la régie aussi, ça existe, mais c'est quand même pas la même implémentation que la régie en France. Donc bref, vous pouvez être payé à l'heure. Moi, par exemple, j'ai fait du freelancing en tant qu'intervenant dans des écoles. Ça reste du freelancing, mais c'est pas du dev. Et c'est payé à l'heure. J'ai fait du freelancing en régie dans des boîtes, payé à la journée. Qu'on me verse, qu'on me paye pas chaque jour, mais qu'on me verse à la fin du mois. Mais vous voyez, payé à la journée. Etc., etc. Donc ça, c'est la régie. On a ensuite quelque chose qui existe très peu en France, mais qui existe beaucoup plus aux États-Unis, c'est le retainer. Le retainer, c'est le fait de dire que il y a un certain coût initial à apporter. Par exemple, on va dire, OK, vous devez mettre 3000 balles. C'est comme un apport, si vous voulez. C'est comme un apport. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis, c'est une provision. C'est une provision. On vient, on provisionne un compte et le client va pouvoir décompter. Enfin, vous allez décompter des montants en fonction des tâches que vous faites pour les clients. Dans le dev, ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça, on va dire. Dans le dev, c'est plus vu comme une sorte d'apport avant de commencer à bosser pour pouvoir ensuite s'arrêter jusqu'au prochain retainer. Alors que dans d'autres choses, comme par exemple chez les avocats, c'est quelque chose de beaucoup plus courant, parce qu'un avocat, il va faire plusieurs tâches diluées dans le temps, et donc il y a un retainer, et il peut, voilà, et il y a plein de métiers où le retainer aux États-Unis, ça fonctionne. C'est une provision, c'est une cagnotte, et vous décomptez la cagnotte en fonction de différentes actions, parce que toutes les actions n'ont peut-être pas le même prix. Voilà. Donc ça marche beaucoup dans les accompagnements, en fait. Ensuite, on a le forfait par abonnement. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, à la base, le forfait par abonnement qu'on connaît, c'est sur des petites choses, de la maintenance, des petites modifications par-ci par-là, etc. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font de l'abonnement en SEO. Si vous tapez abonnement, par exemple, moi, je passe par Agemia pour faire du SEO chez moi. Et Agemia, c'est un abonnement mensuel que je paye chez eux, etc. Alors, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ce site-là. Je sais plus. Je pense pas. Non, c'est un cabinet d'avocats, ça. Mais bref, c'est peut-être celui-là. Peut-être non, c'est pas ça. Mais bref, on s'en fiche de où est leur site. Mais eux, par exemple, c'est un abonnement pour du SEO. Donc les abonnements, ça existe depuis longtemps. Mais maintenant, les abonnements chez les devs, ça n'existe pas, encore une fois, à cause de ce qu'on a dit. Donc comment on peut faire en sorte que ce soit viable? Déjà, il faut une chose. Pour qu'un client paye une solution d'abonnement, il faut qu'il y ait un réel intérêt. Pour du design, ça peut se comprendre quand vous êtes une boîte qui a besoin souvent de prestations en design et que vous voulez pas embaucher quelqu'un en salarié et vous voulez pas du freelance one shot de temps en temps, peut-être parce que c'est plus galère. Donc en général, vous allez prendre quelqu'un par abonnement parce que c'est moins cher qu'un salarié. Ce que j'entends par là, c'est quoi? Par exemple, en freelance par abonnement, prenons Brett. Brett, il coûte 5000 $. Vous pouvez vous dire, c'est cher. Dites-vous qu'il y a quand même des salariés aux États-Unis, qui sont salariés, qui ont un salaire de 5000 $. Mais pour l'entreprise, ça ne coûte pas 5000 $. C'est-à-dire qu'il y a des salariés. 5000 $, ça fait 60 000 par an, quelque chose comme ça. On va faire le calcul là. 5000 fois 12, 60 000 par an. Il y a plein de designers aux États-Unis qui gagnent 60 000 par an. Mais ils gagnent ça en net. Ce qui veut dire que pour l'entreprise, potentiellement, ça coûte. Alors en France, par exemple, ça coûterait le double. Aux États-Unis, ça coûte pas autant. Mais admettons qu'aux États-Unis, peut-être que ça coûte 80 000. Donc il faudrait qu'ils mettent 20 K de plus. Et donc, si on prend par exemple 80 000, ici, qu'on fait diviser par 12, potentiellement, ça leur coûte 6 600 ou même 7 000. Donc là, en prenant un freelance par abonnement, ils économisent 2 000 et ils économisent surtout toute la paperasse qu'ils n'ont pas à faire, les arrêts maladie qu'ils n'ont pas à gérer. Quand on prend un abonnement comme Brett ou comme n'importe qui, on considère qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, vous voyez, parce que c'est au freelance de se démerder pour gérer son truc. Quand on est un salarié, on ne peut pas forcément avoir ça. Et donc, c'est ça les pour et les contre. Je ne vous dis absolument pas
si on remonte, que un de ces modèles est mieux qu'un autre. Le modèle, il dépend du lifestyle que vous voulez, du genre de client que vous arrivez à avoir, de votre localisation, parce que parfois, il y a des endroits, par exemple, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire de la régie. Il y a des endroits où la régie n'existe pas, mais même en France. Si vous êtes en France, que vous habitez dans une petite ville, Mulhouse, j'aime bien mettre Mulhouse, même si je suis jamais allé, mais disons qu'à Mulhouse, c'est une petite ville. Ça se trouve, il n'y a pas de personne qui propose de la régie. Donc s'il n'y a pas de personne qui propose de la régie, vous êtes souvent limité, vous-même, si vous voulez faire du freelancing, soit à déménager, soit à faire du forfait, soit à faire de la provision. Parce que la régie en remote, il n'y en a pas non plus 15 000, il n'y en a pas des milliers et des cents des gens qui proposent ça. Donc, une provision, comme je dis en France, on ne fait pas trop, mais potentiellement, ce qui va vous rester, c'est du forfait. Que ce soit en one shot ou en abonnement, mais ça va être du forfait. Bref, tout ça pour dire, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre. Et ici, je vous explique pourquoi certains clients pourraient prendre un abonnement. Parce que c'est moins cher qu'un salarié, il y a plus de dispo qu'une personne classique, parce qu'on est assuré de la disponibilité, parce qu'il n'est pas censé tomber malade, etc. Voilà. C'est plus senior qu'un alternant, par exemple, parce qu'on peut aussi se dire, bah, un alternant c'est moins cher, etc. Mais un alternant, il faut le manager, il faut le gérer, il faut tout ça. En plus, après, comme je dis, il y a les vacances, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a le temps à l'école, bref. Il y a moins de paperasse. Il y a tout un tas d'avantages aussi que je pourrais lister qui vont vraiment dépendre de l'entreprise et de ses besoins au moment T de sa vie d'entreprise. Maintenant, comment on fait pour que ce soit viable pour un dev? Parce qu'en fait, un dev passe son temps à faire des choses custom. Il sait jamais totalement d'ailleurs combien de temps ça va lui prendre, parce que parfois il tombe sur un bug auquel il s'attendait pas, etc., etc. Donc déjà, vous me voyez venir. Pour qu'un dev puisse faire ça de manière viable, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'il fasse quelque chose de répétable et templétisable. Pourquoi? Parce que quand c'est un template, on réduit de beaucoup la possibilité qu'il y ait des bugs. On réduit énormément ce fait. C'est comme quand on utilise un CMS en fait. On réduit la possibilité qu'il y ait des bugs parce que on repart d'un code qui est testé, approuvé, qui fonctionne déjà de base. Et on vient lui ajouter des choses. Je dis pas qu'il n'y aura pas de bugs, je dis qu'on réduisait drastiquement, comparé à quand on recommence de zéro. Donc, il faut quelque chose qui soit rapide à exécuter, répétable ou tempétisable. Si on part par exemple sur l'aspect classique, en général, on va faire des choses où ce qu'on vient faire contre cet abonnement, c'est-à-dire qu'on peut faire un mélange, on fait du one-shot, plus un abonnement par exemple de maintenance ou quoi, mais on fait un petit abonnement qui en fait n'est que dans la configuration ou des petites manipulations. Et donc ça, c'est ce que font ceux qui font des choses en WordPress comme ça, ou on va dire en design sur des designs très simples comme du print et tout ça, etc. C'est beaucoup de modifications de petites choses, par-ci par-là. Euh, Pas toujours hein, en design, mais c'est pour vous donner un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on peut venir proposer? On peut proposer justement un abonnement où ce qu'on modifie pour la personne, c'est le contenu sur l'app. Il y a des apps, par exemple, où il y a du contenu peut-être fixe, dans la page, dans des pages marketing ou autres, où le client, il va être OK pour payer un abonnement parce que vous lui promettez le fait que quand il y a besoin de modifier quelque chose, quand il y a besoin d'ajouter peut-être un petit Google Analytics, quand il y a besoin d'ajouter de nouveaux trackers, vous allez le faire pour lui contre cet abonnement. Ça peut être des mises à jour, quelconques. Ça peut être du nettoyage. Ce que j'entends par du nettoyage, c'est que par exemple, parfois, il y a des installations où il faut cleaner le serveur, il faut cleaner des virus qui sont installés, peu importe. Il peut y avoir plein de choses. Ça peut être du SEO. Alors là, on rentre en dehors du scope du dev, mais on peut proposer potentiellement des prestations de SEO techniques qu'il y a besoin de faire de manière récurrente, peut-être pas tous les mois, mais où le client est prêt à le payer parce qu'il sait que de temps en temps, il va vous demander des tâches SEO dans le site, précisément. Vous voyez? Ça peut être de l'infra. Ça peut être tout simplement de payer un abonnement parce qu'il veut que vous gérez le serveur. Il veut pas s'embêter à gérer le serveur lui-même. Parce qu'encore une fois, si vous faites du forfait et que vous livrez ça au client, vous lui livrez ça sur un hébergeur, c'est lui qui gère derrière. S'il a des problèmes sur son serveur, qu'il n'a pas d'employé en dev, je veux dire, ça lui dirait. Peut-être potentiellement, il est prêt à payer pour que vous gériez ces problèmes serveurs, pour vous monitoriez tout ça, etc. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Si vous allez taper d'ailleurs, comment dire, maintenance serveur abonnement, vous verrez plein de freelances qui proposent des abonnements de maintenance serveur contre 300, 400 euros, etc. On n'y pense pas souvent, mais c'est une réalité. Ça, c'est pour tout ce qui est manipulation, configuration. Et en fait, ça vous garantit que vous pouvez avoir plusieurs clients en parallèle. Pourquoi? Parce que c'est rare, par exemple, si on prend la maintenance pour gérer le serveur, c'est rare que vous allez avoir 20 clients en parallèle dont le serveur crash. C'est à vous de savoir combien de clients au maximum vous pouvez avoir. Et pour vous garder du temps pour plein d'autres choses. Parce que comme je dis ici, ça peut être un mélange de one-shot et d'abonnement. Ensuite, on va réagir à l'autre manière. Quand vous êtes sur du full abonnement, et où votre but c'est de trouver des clients qui sont prêts à payer un abonnement récurrent, pour leur app mobile, web, peu importe, site web, peu importe. Là, déjà, il faut garder une chose en tête. Les gens qui vont prendre un abonnement pour une application, ce sont des gens qui sont des porteurs de projets, qui sont par exemple des start qui lancent une start-up ou même un concept, et qui en fait ne savent pas encore
Soit ils vont vouloir un proto, soit ils ne savent pas encore combien de temps ce projet va durer. Et donc, un abonnement qui leur coûte moins cher qu'un salarié, parce que le but, c'est encore une fois, c'est que ce soit moins cher qu'un salarié. Si par exemple, un dev, allez, un dev à Paris, enfin pas à Paris, pardon, quelque part en France, en remote, etc., pas forcément junior, mais un peu intermédiaire, on va dire, il sera à 2 200 euros, admettons, quelque part à la campagne, il sera moins cher qu'à Paris. Vous trouvez une personne comme ça. À l'entreprise, ça va lui coûter à peu près le double, pas exactement, mais à peu près, donc on va dire 4 000 euros. Si vous, votre offre d'abonnement, elle est à 4 000 euros, il n'y a pas de gros intérêt. Vous voyez? Enfin, en fonction de la seniorité qu'il voulait, que le client voulait. Donc vous, en général, vous allez être sur un forfait qui soit cohérent avec le fait que c'est moins cher qu'un salarié, que le coût total, que le vrai coût total d'un salarié à l'entreprise, et c'est plus pratique. Donc, déjà, il faut partir de ce principe-là. C'est que ce sont des porteurs de projets qui viennent avec un projet où ils ne savent pas encore combien de temps ça va durer. Et c'est ça qui fait que ils seront, ils vont accepter que vous passiez ça sous forme d'abonnement, plutôt que de dire bonjour, ça coûte 30 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a des projets, par exemple, si vous donnent tout le cahier des charges, vous allez tout calculer, etc. Vous allez peut-être arriver à une finalité qui est bah bonjour, tout le projet coûte 30 000, 35 000, 40 000, peu importe. Et donc c'est ça le plus important ici. C'est qu'en fait, c'est un peu du lean startup. C'est un peu comme si vous fonctionnez au sprint et que ce que vous vendiez, c'était des sprints par abonnement. Sauf que le client, un sprint où il n'y a pas un résultat final, où lui, il peut pas faire des mises en prod, ça lui sert à rien. Donc il faut des choses qui soient facilement répétables pour vous, et où vous mettez pas beaucoup de temps à créer la première version, et où après, en fait, c'est surtout de la maintenance. Et pour ça, il vous faut un boilerplate. Ça, c'est le point essentiel pour que ce soit viable. Vous ne pouvez pas prendre des projets où vous démarrez de zéro. Il faut forcément que ce soit un type de projet, tout le temps le même type de projet, avec un boilerplate. Parce que là, je vous parle pas d'un boilerplate généraliste. Je vous parle pas de pour citer quelqu'un que les gens n'aiment pas, je ne parle pas d'un boilerplate comme Shipfast, qui est généraliste. C'est-à-dire qu'un boilerplate comme Shipfast, c'est pas fait pour faire un type d'application en particulier, c'est fait pour faire des SaaS en général. Vous voyez? Donc tout ce que le boilerplate vous amène, c'est les mails, l'authentification, la base de données, les paiements. Mais après, il n'y a rien. En termes de business logique, il n'y a rien. En termes de logique métier, il n'y a rien. C'est pas ça qu'il faut viser. Ça, bah, typiquement, quand vous allez arriver à la partie logique métier, à moins de trouver des gens qui soient prêts vraiment à payer que pour du sprint et qui soient prêts à attendre 2 mois que la première version sorte, c'est compliqué. Là, vous, votre but, c'est que limite, je dis bien limite en un mois, il y a une première version qui sort pour la personne, qu'elle puisse tester un peu, et vous, votre rôle, c'est que l'abonnement, encore une fois, c'est pour la maintenant, c'est les évolutions futures. Voilà, vous pouvez découper comme vous voulez. Découper en heures, dire que la personne elle a un certain nombre d'heures allouées, dire qu'elle a une demande allouée et que les demandes elles sont livrées entre temps et temps. Et en fait, vous, bah, vous les livrez d'une certaine manière. Ça se trouve, la personne va dire ah non, ça me plaît pas, il y a des révisions. Vous vous en foutez parce que vous êtes payé à l'abonnement. Elle peut faire autant de révisions qu'elle veut. Vous êtes payé à l'abonnement. Revenons maintenant au schéma. Il vous faut un boilerplate. Mais un boilerplate créé pour faire un seul type d'application. Et je vais vous donner des exemples d'applications, et après on parlera des stacks, c'est juste à droite là. On parlera des stacks. D'abord, parlons des types d'applications. Moi, je reçois des tas de demandes. Grâce à mon TikTok, je reçois plein de demandes de projets en freelance. Regardons deux demandes que j'aime bien, et ça, sur mes 12 années de freelancing, j'ai reçu plusieurs fois ces demandes. Au moins une fois par an, je vois quelqu'un qui a une demande comme ça en freelance. Les applications que je vous ai mis là, c'est des choses que je vois souvent. Mais la toute première, c'est celle que je vois au moins une fois par an. C'est l'app de rencontre. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, là, on a ici quelqu'un qui me demande, elle veut faire, donc c'est une personne qui est coach sportive, et elle veut faire en fait une appli de formation pour les coachs. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Moi, en plus, j'ai un SaaS dans le milieu de la formation. Les apps sportives de formation, enfin les apps sportives, pardon, qui servent à former des gens, etc., elles ont une tête un peu précise. C'est un peu des Netflix, c'est un peu des Netflix, mais pour le sport. Et donc, c'est des catalogues comme ça où on peut aller piocher, etc. Et donc, cette dame-là, elle veut ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle utilise une solution concurrente à mon SaaS, par exemple, mon SaaS Teacheasy qui permet justement de vendre des formations, etc. Si d'ailleurs, petit instant promo, si vous connaissez des formateurs dans votre famille, vos collègues, vos amis, peu importe, qui cherchent à créer des formations en ligne, qui font déjà peut-être la formation présentielle, qui veulent se digitaliser, proposez-leur Teacheasy. Teacheasy a une formule gratuite qui vous permet de tester gratuitement. On permet de faire des tas de choses. On est orienté sur la pédagogie. Vous pouvez créer des leçons de toutes les manières que vous voulez, avec des blocs flexibles. Vous pouvez mettre des tas de choses. Je vais vous montrer ça assez rapide, petit instant promo. Vous pouvez mettre de la satisfaction à chaud pour mesurer
ce que font les gens. Vous avez un éditeur de blocs qui va vous permettre d'ajouter des tas de choses, des vidéos, des audios, des séparateurs, des images, un éditeur à la Notion qui est très simplifié. Vous avez un CRM intégré pour voir des statistiques sur vos apprenants. Vous avez de la collaboration multi-compte. Bref, Teach Easy, c'est une plateforme orientée pédagogie pour les gens qui font des formations sérieuses, de bonnes formations et qui veulent quelque chose en fait pour faire, pour faciliter la réussite de leurs apprenants. On n'est pas axé sur les fonctionnalités marketing. On a plein de fonctionnalités marketing. On peut créer des packs, on peut mettre son Stripe, peu importe. Mais voilà, petit instant promo. On revient maintenant sur l'exemple de Madame. Madame veut créer cette app sportive. Et comme elle veut créer cette app sportive, elle me demande est-ce que je peux le créer. Elle m'a montré un exemple. Ça, c'est la vidéo que vous voyez. C'est un exemple d'app qu'elle aime bien. Est-ce que je peux recréer ça? Ça, par exemple, c'est templatisable. Pourquoi? Parce que systématiquement, les gens qui font des apps de sport, c'est quasiment tout le temps la même tête. C'est des UI différentes, mais le principe derrière, c'est le même. Le principe, c'est je veux un catalogue de vidéos avec différents niveaux de catalogue. C'est-à-dire qu'on va. C'est vraiment comme un Netflix. Je veux des vidéos one-shot parfois, où c'est une session sportive de 2 heures one-shot. Je veux des séries, je veux des machins. Souvent, c'est vraiment la même chose, hein. Vous pouvez aller voir même, vous pouvez taper coach sportif, plateforme, vous allez voir plein de plateformes qui existent. Et ces plateformes-là, elles pourraient être faites via un SaaS, comme Teacheasy, mais il y a des gens parfois qui ne veulent pas ça parce qu'ils veulent une DA à eux. Et donc ça, il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir leur DA à eux. En général, c'est des gros formateurs qui font du gros chiffre, qui font 10 000, 40 000, 50 000 par mois. Donc quelqu'un qui a 10 000 par mois, il va peut-être pas mettre 2 000 sur un abonnement de dev, mais il est peut-être prêt à mettre 500 par mois, par exemple. Il est peut-être prêt à mettre 1 000 par mois, par exemple. Ce genre de choses. Et en général, il veut sa plateforme. Mais quand je vous dis que j'en ai tellement des gens qui me demandent ça, et souvent d'ailleurs c'est sur mobile, c'est des gens qui veulent des plateformes mobiles tout le temps. Donc ça, c'était un exemple. Un autre exemple ici que je vous montre dans le screenshot, c'est quelqu'un qui voulait une app de géolocalisation pour mettre en relation des gens en fonction de leur localisation et d'activités communes. Ce que je viens de vous décrire, c'est la définition, et c'est ce que fait la majorité des apps de rencontre. La majorité des apps de rencontre, c'est, aujourd'hui, je veux dire, ce sont des apps de localisation qui matchent des gens en fonction de la loc et de certains filtres, et c'est juste la UI qui change. Je prends Tinder. Tinder, c'est je peux swiper, donc c'est du matching, c'est géolocalisé, et moi je mets des filtres, et en fait, c'est les filtres qui font que je match, que je vois dans les données certaines personnes. C'est tout. Là, je ne vous parle pas d'infrastructure, de scaling, etc. Une boîte comme Tinder, elle est hyper grosse, il y a des vrais enjeux de scaling. Là, je vous parle du concept de base. Je vous parle d'un porteur de projet qui pense qu'il sera le prochain Tinder, mais qui ne sait pas qui sera le prochain Tinder. Vous n'allez pas lui faire une application à 100 000 balles d'un coup, alors que même lui, il ne sait pas si. Déjà, il a peut-être pas les 100 000 balles, il va peut-être pas réussir à lever, il sait peut-être pas s'il peut être le prochain Tinder. Lui, ce qu'il veut, c'est tester rapidement son appli de rencontre, etc. Parce que une grosse partie, c'est pas l'app en elle-même, c'est le marketing. Mais lui, il a besoin d'une app pour tester ça. Ça, le concept, c'est souvent le même. Géoloc, des filtres, afficher des gens basés sur les filtres. Et après, derrière, c'est une UI qui est différente. C'est, ah bah en fait, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui m'avait contacté il y a des années pour des conseils, qui voulait lancer une application de rencontre basée sur la voix. Voilà, très simple, basée sur la voix. Maintenant, on va lister des applications de rencontre qui existent. Tinder. Donc Tinder, comme je dis, c'est juste basé sur la géoloc, principalement et des filtres. Prenons Bumble. Bumble. Bumble, c'est basé sur des profils, pareil, la géoloc, etc. Mais c'est surtout basé sur le fait que c'est les filles qui peuvent parler en premier. Donc quand il y a un match, c'est les filles qui parlent en premier. Voici la grosse différence avec Tinder. C'est les filles parlent en premier. C'est tout. Dans Tinder, normalement, n'importe qui peut parler dès que ça match. Ici, c'est on bloque le fait que les mecs puissent parler. Vous voyez que si vous aviez un template d'application de rencontre, pour faire la variation pour ce client-là, la seule chose à changer, à part la UI, c'est le fait que ah bah je dois bloquer si if gender féminin, c'est elle qui peut parler, masculin, tu peux pas commencer. J'extrapole, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est templatisable. Une application de rencontre aujourd'hui, sous ce format-là, c'est très très templatisable. Même la partie paiement dedans, c'est souvent les mêmes. C'est de l'upsell de l'upsell et de l'abonnement. C'est très templatisable. Très templatisable. On va en prendre un autre. On va prendre Hinge, qui est un peu différent. Si on prend Hinge, on va dans voilà. Oula. Hinge App. Hinge, la grande différence, si je me souviens bien, c'est que dans le profil, dans sa description, on peut mettre des vocaux. Voilà, on peut mettre des vocaux, on peut mettre différents blocs de description, là où dans les autres, c'était pas forcément des blocs. Donc encore une fois, c'est de la UI. Et, euh, et dans Hinge, je crois qu'on peut répondre à des blocs. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a une variation, mais le squelette, le cœur ne change pas.
C'est basé sur la géoloc, c'est basé sur des filtres en commun. Euh, voilà, ça, c'est à peu près toutes les apps de rencontre. C'est ça. OkCupid, on en prend une dernière. OkCupid, c'est la même chose, à part que eux, ils ont un branding très orienté, psychologie, etc. etc. C'est quasiment tout. Revenons sur d'autres apps. Les apps de livraison. Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, toutes ces apps, elles ont le même créneau aujourd'hui maintenant, c'est je peux mettre un livreur, je peux mettre des produits qu'on peut commander, le client peut commander, ça crée une commande, moi en tant que restaurateur, je peux mettre si je valide la commande ou pas, si je valide, il reçoit une notif, voilà, il y a tout un tas de trucs, je vais pas vous refaire le cheminement et le funnel d'une app de livraison, mais une app de livraison, c'est un funnel qui est très très souvent le même, quelle que soit l'app. Ce qui va changer ensuite, c'est des variations de petites choses. Donc si vous aviez un template, vous créez votre petit template pour faire le même genre d'app, etc., vous visez que des clients qui veulent ce genre d'app, voilà, je vous donne un exemple. Euh, pour une app de livraison, il y a beaucoup, moi j'ai déjà rencontré des restaurateurs qui disaient, ah ben je veux pas faire, je veux pas, comment dire, être que sur Deliveroo, Uber Eats et tout, je veux aussi avoir ma petite app de livraison parce que pour plein de raisons, il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir que les frais sont trop gros, il peut y avoir que juste ils veulent, ils ont leur propre livreur déjà, par exemple si on prend Pizza Hut, etc., ils ont leur propre livreur, ça c'est des grosses boîtes, mais quand même. Mais ça existe, des petits restaurants, petits, je mets des guillemets à petits, mais des restaurants qui ne sont pas forcément des chaînes, qui ont leur propre livreur, qui aimeraient bien avoir une app pour éviter de gérer ça par téléphone. Il y en a. Donc, les apps de livraison, quel que soit le type de livraison, vous allez voir qu'il y a plein de porteurs de projets qui veulent créer de nouvelles apps de livraison de différentes choses. Par exemple, j'ai déjà eu une fois quelqu'un qui me disait, moi je veux faire de la livraison de c'était quoi? Bah, par exemple, j'ai bossé pour une startup qui faisait la livraison de colis, par exemple. Voilà. Donc, ils avaient une app très personnalisée, parce que c'était un cas très précis. C'est la livraison de colis, mais il y en a d'autres. J'avais eu une fois, j'avais vu une demande pour. C'était quoi? Bon, je me souviens plus, mais bref. Il y en a plein. Et en fait, il faut vous dire que ça, c'est des squelettes d'app. Et en fait, ce qui fait la variation, c'est le marketing. Et donc, il y a des clients qui parfois vont venir avec une demande qui a l'air différente, mais où quand vous regardez le fond, vous allez vous dire, ah, ça marche dans mon squelette. Parce que une app de rencontre et une app de livraison, en fait, les deux sont basés sur ce qu'on appelle des apps de géolocalisation à la base. Donc par exemple, avoir un boilerplate maison que vous avez fait, etc., qui vous permet de refaire les sites beaucoup plus rapidement quand vous avez et vous visez que ce genre de client, ça rend cette chose viable. Je ne dis pas que ça va être facile, je vous dis juste que c'est un des moyens de rendre l'abonnement viable quand on vend du code par abonnement. C'est un pour moi des seuls moyens, c'est d'avoir du boilerplate. Parce que si on commence tout du début à chaque fois, compliqué. C'est on a un boilerplate et on vise qu'un type. C'est-à-dire que si vous visez les apps de rencontre, vous visez que des clients qui veulent créer des apps de rencontre. Si vous visez des gens qui veulent faire des apps de livraison, vous visez que des clients comme ça. C'est ça en fait le but. Donc là, vous allez me dire, mais comment on fait pour les viser? Là, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous apprendre à trouver des clients. C'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo, elle parle de l'opérationnel. Parce que si je veux vous donner un exemple très simple, pour une app de livraison, si je sais que je veux faire que des apps de livraison, bah, je ne vais viser que des restaurateurs et je vais les voir, des marchés, bonjour, est-ce que vous voulez ça? Et en fait, si vous voulez, là, c'est qu'on est en train de sassifier un service. Parce que vous pourriez avoir l'autre logique. Ah ben je vais faire un SaaS, et je vais vous faire un SaaS de app de livraison, et je vais le vendre à des gens. Sauf que les gens que vous allez réussir à convaincre sur ça, ce ne sont que les gens qui ne cherchent pas de personnalisation. Les gens qui veulent embaucher un dev en freelance pour faire quelque chose de custom, c'est parce qu'ils veulent de la personnalisation, et que le SaaS ne fonctionne pas. C'est ça, votre target. C'est l'intersection entre, hop, je vais faire un petit schéma, c'est l'intersection entre je veux du custom et j'ai pas d'argent. Parce que j'ai pas d'argent tout seul, ça va vers du SaaS. Je veux du custom et j'ai de l'argent, bah, ça va vers des agences ou des freelances qui font du custom à un prix voilà, fixe. J'ai pas beaucoup d'argent, je veux du custom. Enfin, j'ai pas beaucoup d'argent one shot, mais je veux du custom. On est pile dans cette intersection et c'est cette intersection qui fait qu'on est prêt à prendre un abonnement mensuel, etc. Parce que c'est moins d'argent upfront et ça nous assure d'avoir un mini MVP à tester, etc. Ensuite, on a quoi comme autre app? Les job boards, les marketplaces simples et les annuaires. Un job board, je vais vous en montrer un très simple, c'est Remote OK, par exemple. Remote OK, c'est un job board. Et le template pour faire ça, enfin, des job boards, il y en a plein. Si on tape job, enfin, comment dire, flex job, il y a plein de gens par an qui veulent créer des job boards, hein. Il y a toujours quelqu'un qui veut faire ah, je veux créer le job board des gens qui cherchent des boulots en tant que commercial. Je veux créer le job board des gens qui cherchent un stage. Je veux créer le job board des offres d'emploi dans ma région. Je veux créer le job board. Machin. Il y a plein de porteurs de projets, je vous l'assure, que dans ma vie, des gens qui m'ont contacté pour des job boards, je dirais, sur 12 ans, 13 ans, j'ai dû en avoir au moins 10.
un peu moins de un par an. C'est quand même pas mal. Sachant que je répertorie pas non plus toutes les demandes que j'ai. Parce que j'en ai eu beaucoup des demandes en 13 ans, en 12-13 ans. Mais des job boards, j'en ai eu plein, 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 plein. J'ai eu, je veux faire le job board des étudiants, ça je l'ai eu. Job board d'une école précise, j'ai déjà eu une demande comme ça. Job board, il y en a un que j'ai eu, job board quelque part pour un pays en Afrique, précisément. Très, genre, c'était un pays précis, et il voulait faire un job board généraliste, mais pour ça, pour sa ville, enfin son pays. J'en ai eu plein. Donc ça, c'est pour ça, pour refaire ça et pour faire différents job boards, ce qui change encore une fois, c'est le marketing et c'est la UI. C'est ça que vous faites facture en fait. C'est les changements du UI, c'est des trucs. Mais votre squelette, si vous l'avez bien fait, ça rend la chose viable. Pourquoi j'ai mis ces trois ensemble? Parce que vous voyez, à chaque fois, ils sont un peu collés. Ça, c'est le même squelette. Job board, marketplace simple, directory, c'est le même squelette. On va regarder par exemple une marque, un annuaire, un directory, qui n'est pas un job board, mais pour autant, c'est simple, c'est la même structure de base. Un job board, c'est, on peut avoir une liste de choses. Parfois, il y a des votes, parfois, il y a des contacts, peu importe, mais c'est une liste de choses avec des tags, on peut les filtrer. Grosso modo, un job board, c'est ça. Enfin, un directory, en fait. La catégorie générale, c'est une directory, un annuaire. C'est ça. Il y a une liste de choses, il y a des filtres pour ces choses, c'est tout. Vous voyez, c'est quasiment la même chose que pour le Tinder, mais juste avec une UI différente et sans géoloc. Sans géoloc via le GPS, je veux dire. Ça, c'est un job board. Enfin, c'est pas un job board, pardon, c'est un directory. Qui n'est pas un job board, mais vous voyez, qui ressemble quand même pas mal en termes de UI à ça. Parce que le cœur est souvent le même. Le cœur, encore une fois, je parle du cœur. Il y aura toujours des petites modifs à faire, mais le cœur. On va en montrer un autre. Du même mec de euh, Nomad List. Hop, Nomad List. Ah bah maintenant ça s'appelle Nomads. Nomad List, c'est un directory. Vous voyez, c'est un directory de pays et tout, avec une UI différente, des données différentes, mais c'est un directory. Le cœur du framework est le même. Le cœur de votre boilerplate pour faire ça, normalement, pour moi, il est le même. C'est la UI à chaque fois qui change. Mais le cœur, pour aller plus vite, sera souvent le même. Voilà, donc là, il y a tout ce qui est directory, job board, et des gens qui viennent vous voir pour des directories, mais il y en a tellement. Je veux faire le directory des chats, je veux faire le directory de ci, de ça, je veux faire le prochain Le Bon Coin, je veux faire le Bon Coin des vêtements, qui s'appelle Vinted d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent avec des projets de ce genre. Et pour qui l'abonnement qui coûte moins cher par mois et qui leur permet de voir venir et de tester, et si j'ai pas assez d'argent, je mets mon projet en pause, mais je sais quand je peux le reprendre. Vous voyez, ça a des avantages aussi pour le client. C'est pas que des inconvénients pour le client. Mais encore une fois, c'est que ça dépend des clients, ça dépend des gens, où ils en sont dans leur vie, où ils en sont dans leur projet. Bon, on va bientôt finir cette vidéo, parce que ça fait un moment quand même. On a les content blockers. Les content blockers, par exemple, bah, c'est l'histoire de la formation dont je parlais tout à l'heure. C'est un content blocker, c'est-à-dire on veut bloquer du contenu derrière un abonnement ou derrière un paiement. C'est tout. C'est quasiment comme un annuaire, même si c'est pas exactement pareil, parce que souvent il va y avoir des notions de progression, de consultation, d'historique de consultation, ce genre de choses, qui n'existent pas forcément dans un job board, on va dire, ou dans un directory. Parce que directory, encore une fois, il y en a plein, hein. Annuaire des artisans Paris. Vous allez voir, il y a plein de, par exemple, des associations qui contactent des freelances pour leur créer leur job board, parce qu'ils veulent leur job board à eux, leur annuaire à eux. Vous voyez, il y en a. Des clients pour ça, il y en a. Content blocker, donc c'est ce que je disais, c'est comme l'histoire de la formation de tout à l'heure. Les messageries. Combien de gens m'ont déjà dit, oui, bonjour, j'aimerais refaire une sorte de Messenger ou enfin de Slack, mais pour X. Plein. Et encore une fois, vous visez des gens qui sont dans ce segment, je veux du custom, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Et un chat, c'est tout le temps la même chose. La différence entre Discord, Slack et WhatsApp et Messenger, par exemple, elle est elle est entre guillemets faible sur le concept. Dans le cœur, non. Dans le cœur, dans les critères profonds, pas du tout, c'est quand même très différent. Dans le concept et dans le MVP à la base quand ça commence, pas beaucoup. La différence entre Messenger par exemple et WhatsApp, il n'y en a quasiment pas, à part la UI. La différence par contre entre ces deux-là et Slack, c'est le fait de pouvoir créer des channels et pas que avoir des conversations one-to-one. Et ça, et maintenant, sur Messenger, etc., ils l'ont amené sous forme de groupe. Enfin, depuis sûrement même longtemps, ils l'avaient sous forme de groupe. Juste, c'était pas des channels. Vous voyez, souvent, c'est du marketing. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les gens qui veulent créer des messageries. Les gens qui veulent créer des sites communautaires, des réseaux sociaux. Le principe de base d'un réseau social, c'est souvent le même aujourd'hui. Il y a un feed, il y a des profils, il y a un algo qui doit afficher des choses selon, comment dire, selon le feed. Enfin, le feed, c'est un certain algo, quoi, selon certains critères. Et par exemple, dans un réseau social, en dehors de la UI, ce qu'il faut beaucoup bosser, c'est l'algo, en fait. C'est comment on veut que l'algo fonctionne, ou éventuellement, c'est les datas dans les profils. Mais ça, on parle de changer des colonnes à afficher. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que dans le cœur de ce qui est à dev,
ce qui est le plus long, le bon moteur à faire correctement. Si vous avez un bon template et vous faites que un seul type de truc et que vous accompagnez le client pour faire un bon MVP, c'est viable. Ensuite, on a les AI wrappers simples et les API wrappers simples. Ce que j'appelle par API wrapper, c'est que ça arrive souvent aussi, j'ai déjà eu beaucoup de demandes de gens qui me disent, j'ai tel API, j'aimerais afficher les données, mais à ma manière. Je veux afficher les données, mais de cette manière. Parce que le site existe quelque part, admettons, je, sais pas, je prends un truc basique, je prends un truc basique. Il y a un site qui s'appelle Animelist. Animelist, c'est un site d'anime, un peu chum. Un jour, il y a un gars, il s'est dit, je veux faire ma version à moi, et il a créé Kitsu, basé sur l'API de Animelist. Voilà, par exemple. Donc il l'a dev lui-même, etc. Mais imaginez que il y a un client, bonjour, je vais faire mon propre site à la machin, basé sur cette API, j'ai besoin de faire mon site et tout, est-ce que vous pouvez faire ça? En fait, ça, c'est un API wrapper. C'est-à-dire que c'est la UI qui change par-dessus par-dessus en fait une API existante. Ça, c'est un API wrapper. Et on a aussi, bien sûr, les AI wrappers. Il y a beaucoup de AI wrappers qui sont complexes. Par exemple, on peut dire que Cursor, Windsor, etc., ce sont des AI wrappers qui sont complexes. La UI est très complexe à faire, entre guillemets. Mais il y a des AI wrappers qui sont très simples. Très simples, pardon. Il y a des gens qui m'ont déjà contacté pour faire des. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour faire une sorte de conseiller médical, par exemple. Voilà, conseiller médical par IA. Donc lui, c'était voilà, moi j'ai un gros prompt, j'aimerais bien qu'il y ait ça, et grosso modo, les PI wrappers, c'est juste. C'est une interface derrière un prompt. C'est une interface qui affiche, qui n'est pas forcément un chat, justement. C'est l'interface qui est différente. Par exemple, pour un API wrapper qui vous donnerait votre signe astrologique du jour, bah, si vous allez sur ChatGPT et que vous dites c'est quoi mon signe du jour, mon signe c'est ça, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je vous donne un exemple bidon parce que j'en ai déjà vu. Bah, lui, il va vous le dire sous forme de chat. Mais si vous faites une UI qui affiche ça, où le client vous dit, moi j'aimerais bien que ça s'affiche sous forme de carte, blablabla, ça changerait à votre logique derrière. Vous, en fait, le plus gros de votre travail, c'est de la UI. Parce que le back ne change pas tant que ça. Encore une fois, on parle d'avoir un bon squelette. Vous avez API Wrapper, AI Wrapper, et ensuite j'en ai mis deux autres qui pour moi en fait sont complexes et qui sont pas si souvent que ça récurrents. En tout cas, j'en ai rarement eu dans ma vie des demandes sur ça de manière avec un concept différent mais où le cœur est le même. C'est les apps de réservation et les dashboards analytics. Dashboard analytics, j'en ai eu beaucoup des demandes, mais c'est rarement la même chose. Ce qui veut dire que c'est quand même plus ou moins templétisable, mais il y a quand même beaucoup de concurrence avec des SaaS qui existent qui le font déjà très bien. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément beaucoup de personnalisation qui est demandée sur un dashboard, ce qui fait que beaucoup de gens vont se tourner plutôt vers du SaaS. Les apps de réservation, pareil, il y a quand même beaucoup de SaaS maintenant qui permettent de faire des réservations, etc. Et que c'est pas courant que sur une app de réservation, on va vouloir quelque chose de custom. Souvent, quand on va vouloir quelque chose de custom sur une app de réservation, c'est un peu lié à du job board en fait. C'est souvent une sorte de hybride entre un job board et ça. Par exemple, des apps par exemple, quelqu'un qui veut faire sa propre plateforme de coaching, bah ça va être ça en fait. Une plateforme de coaching, par exemple, je sais pas moi, de coaching, on va pas dire sportif parce que c'est un peu différent, de coaching sur qu'est-ce qu'on coach souvent? Coaching de dev. Vous vous dites, tiens, j'aimerais bien créer ma plateforme qui permet de euh, louer entre guillemets un coach pour m'aider en dev. Bah, il y aura de la réservation, mais c'est plus une marketplace avec de la réservation qu'une app de réservation en tant que telle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ces deux-là, je les mets à la fin, mais c'est les deux que je trouve les moins viables. Là, je vous ai listé vraiment ce que je trouve viable, templétisable et où il y a une demande assez grande en client pour ne viser que des gens comme ça. Mais après, il faut savoir les attirer ou les viser, ces personnes-là qui ont ces idées-là. Mais des idées, des gens qui ont des idées d'app de rencontre qui vont révolutionner le monde, il y en a tous les jours. Et il y en a plein qui vont jamais se lancer parce que les prix des agences sont trop gros. Et il y en a plein qui, en fait, vont pas se lancer parce qu'ils vont, comment dire, créer des trucs beaucoup trop compliqués, en fait. Et parce qu'ils se disent sinon, peut-être que c'est même pas possible de le faire, de commencer simplement, etc. Donc, il y a des choses. Voici en tout cas, je ne vous dis pas, lancez-vous là-dedans. Cette vidéo n'a pas pour but de dire, lancez-vous sur un truc à abonnement. Cette vidéo elle est là pour répondre à ceux qui m'ont demandé dans ma vie, comment je fais pour faire un truc à abonnement. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Ah si, pardon, les stacks. J'avais failli oublier. Sur les stacks, moi, que je considère qu'ils sont rapides pour créer un boilerplate comme ça qui est sympa, c'est bon, déjà, vous pouvez prendre la stack que vous voulez, du moment où vous êtes très rapide dessus et rapide à déployer. Mais des stacks que je trouve très efficaces dans ce genre de scénario où en fait on a beaucoup de UI et pas forcément beaucoup de back, c'est forcément des stacks où le back il fait une grosse partie du job et où en fait le back c'est beaucoup de stockage de données plus qu'autre chose, entre guillemets. Et donc pour ça, je trouve que déjà on a tous les CMS et CMS headless. Par exemple, je vous parlais de Marketplace tout à l'heure. Des CMS spécialisés dans la création de Marketplace, il y en a plein. Moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'étais encore étudiant, il y avait un CMS qui s'appelait Elg,
qui, donc elle, CMS, voilà. C'était une sorte de CMS si on veut, ou vous pouvez l'appeler un framework, mais pour moi c'est plus un CMS qu'un framework. C'était un CMS qui permettait de créer son réseau social. En fait, ils avaient mis toutes les features, toutes les fonctions qui permettent de créer un réseau social, et après il n'y avait plus qu'à custom entre guillemets la UI et les différentes features. Voilà. Sur WordPress par exemple, il y avait un équivalent qui n'est pas forcément le meilleur truc au monde, mais qui faisait le taf, c'était BuddyPress. Et donc, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, il va juste installer BuddyPress et voilà. Mais quelqu'un qui veut que son réseau social, il ait une âme, il ait une vraie charte, il ait une vraie DA, et souvent, dans les idées des gens, souvent c'est ça hein, qui fait la diff. C'est leur DA, c'est le marketing, c'est comment ils marketent la chose, c'est le produit. Et bah ça, il faut beaucoup le customiser en fait, BuddyPress, pour arriver à ce résultat. Donc voilà. Donc tout ce qui est CMS, CMS Headless. Strapi, Pocketbase, Directus, Cockpit CMS. Ça, c'est des CMS Headless dans différentes stacks. Strapi, Directus, c'est du JS, Pocketbase, c'est du Go, Cockpit, c'est du PHP. J'en ai mis différentes pour que vous puissiez savoir. Et tous ces CMS gèrent à la base l'authentification, du stockage. Vous pouvez créer des tables custom directement via la UI et vous avez directement un espace admin pour que le client puisse mettre des contenus. Donc ça, c'est parfait quand on vise des choses où en fait, la plateforme qu'on crée, c'est le client qui va rentrer les contenus. C'est-à-dire, par exemple, pour une app de livraison, pour une app géolocalisée qui affiche du contenu. C'est pas le cas par exemple pour une app de rencontre, parce que ça c'est les users qui mettent du contenu. Mais même si on peut quand même utiliser un CMS hein, pour ça, mais je veux dire que là c'est plus adapté à ça, ça. C'est très très adapté à tout ce qui est annuaire, job board, etc. justement, parce que, tac, il y a déjà l'environnement CMS, l'admin pour gérer tout ça. Sachant que dans votre boilerplate, vous pouvez aussi avoir vous-même un admin déjà prêt. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage d'un CMS, c'est pour stocker du contenu, mettre un peu de back, et voilà. Ensuite, on a les basses. Firebase, Supabase, Upright. Ça, je trouve ça beaucoup plus pertinent quand en fait on fait du user generated content. Donc par exemple pour une app de rencontre, par exemple pour la messagerie, les messageries pardon, qui est là, les sites communautaires, les réseaux sociaux, tout ce qui est AI wrapper, etc. Pourquoi pas aussi. Voilà, c'est des trucs plus intéressants, en général, qui gèrent l'auth, le stockage sur une base de données. Si on prend par exemple Supabase qui est en Postgres, ils ont aussi par exemple la géoloc. Donc typiquement, quand tout à l'heure je parlais d'app de rencontre basée sur la géoloc, Supabase, très bon candidat, parce que c'est en Postgres, qu'il y a cette histoire de géoloc qui est déjà intégrée plus ou moins dans le bac. Et voilà, donc on a Supabase, Firebase, Upright qui sont très très cool. Mais après, c'est vous prenez une stack que vous connaissez, qui est simple à déployer, etc. Mais souvent, pour moi, une bonne stack front de boilerplate que vous avez créée avec un de ceux-là, ça vous donne déjà, je dirais, un bon 50% du travail qui est fait, qui fait que vous passez moins de temps dans du setup et vous pouvez proposer une vraie valeur dans la manière de packager votre abonnement en disant, moi je crée des MVP, je crée des apps de rencontre, donc vous allez cibler ces gens-là, vous créez ça, etc. La dernière chose que je vais vous montrer, je vais vous donner quelqu'un qui par exemple fait ça, il s'appelle je crois 5000.dev. Eux ils font ça, mais alors pas par abonnement, mais eux c'est ton application en 2 semaines pour 5000 euros. Je peux vous certifier que pour faire ça, soit ils passent par des personnes offshore qui coûtent vraiment pas cher et qui sont très très rapides, ce qui est possible, soit tout simplement, ils ont un boilerplate. Parce que même avec de l'IA, etc., enfin, il suffit sûrement aussi de l'IA pour aller plus vite, mais il faut quand même un bon boilerplate si vous voulez faire un minimum de qualité, je pense, je suis quasi certain qu'ils sont un boilerplate. Donc là, comment ça marche, leur truc, et pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est très malin et c'est comme ça qu'il faut le faire. Si on fait découvrir l'offre, non, lancer le projet, souhaitez-vous construire un projet brique par brique? Admettons non. Là, vous voyez, ils vous disent direct, bah, c'est pas nous. Si vous voulez pas du brique par brique, c'est pas pour nous. Voilà. Donc, ok, bon, je reviens. Avez-vous un budget 5000 pour commencer? Non. Ah bah, désolé, au revoir, c'est pas nous. C'est très bien foutu, je trouve. Super, vous pouvez construire. Cherchez-vous à créer un site vitrine? Oui. Ah bah, désolé, non, pour des sites vitrines, il y a autre chose. Ok, très bien. Ce qu'ils auraient pu même d'ailleurs ici faire, c'est renvoyer vers une autre offre à eux. Alors je sais pas du tout d'ailleurs si c'est. Je pense pas que ce soit eux Simplévo, parce que Simplévo c'est un truc très très gros. Je sais pas si là le fondateur. C'est lui, je sais pas. Je pense pas que ce soit le fondateur. Voulez-vous un site e-commerce? Mettons oui, ils vous disent bah non, allez sur Shopify. Logique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qualifier les gens qui viennent vers vous pour savoir si votre offre, elle va bien marcher pour eux. Est-ce un projet CRM? Oui. Donc là, ils disent direct non, allez voir un CRM. Mais par exemple, un CRM, c'est un bon exemple aussi il y a plein de gens qui veulent des CRM custom, un peu basés sur des trucs, etc. Même s'il y a plein de SaaS pour faire du CRM, il y a quand même des gens qui veulent des CRM custom. Et du coup, c'est le créneau de beaucoup de freelances d'ailleurs, de créer des CRM soit en automatisation, soit en dev. Et avez-vous du code existant? Oui. Et là, ils vous disent, moi, je suis pas là pour reprendre un projet, ce qui est très bien aussi, parce qu'on sait que reprendre un projet, c'est des temps qui sont trop variables en fait. On connaît pas à l'avance combien de temps on va prendre.
Voilà. Et ensuite, non, et après, là, il vous dit, bah, c'est bon, ça peut marcher pour 5 000 € pour démarrer. Et vous voyez qu'ils disent 5 000 € pour démarrer. Ce qui veut dire que pour moi, pour 5 000 €, ils livrent un prototype. Et après, peut-être qu'ils emmènent dans un pipe d'abonnement ou à chaque fois de petits tarifs pour des prochains modules sous forme de sprint. Mais voilà, ce site est un exemple aussi qui vous montre que ça peut être viable. Est-ce qu'ils sont rentables? J'en ai aucune idée. Voilà. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que si je me lançais sur un truc comme ça, voici exactement comment je le ferais. Voici exactement comment je le ferais, parce que c'est le seul moyen que je trouve viable en dehors de la partie faire des choses qui sont de la config ou de la manipulation. Parce que ça existe depuis des années, ça marche. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait comme je vous ai montré, ça marche. Mais ça, si on veut faire du code custom, c'est pour moi la seule façon viable. C'est-à-dire que même avec de l'IA, à moins qu'on fasse des très petites apps, parce que là, j'ai pas compté les gens qui font des très petites apps. Parce que sur des très petites apps très one-shot, bah, c'est compliqué de faire valoir un abonnement. Pour moi, ici, un abonnement, vous pouvez le faire valoir parce que c'est de l'accompagnement long terme où, par exemple, vous pourriez faire encore une fois un mix one shot un peu cher et un abonnement de gestion. Mais la gestion, elle sera simple sur un projet comme ça avec de l'ajout de features si vous êtes sur un boilerplate et que les ajouts de features restent dans un certain scope que vous pouvez vous-même faire dans votre contrat, négocier avec le client, etc. Et que, par exemple, ce soit principalement du front comme changement. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 50 minutes. C'est fou, en vrai. Voilà, à bientôt.